आज जी आपल्या इथं आत्महत्या झाली ती कशामुळे झाली? बीटी कॉटन. अजून काय कारण होतं? कर्जबाजारी. वय काय होतं? 25. He consumed pesticide, 1 liter pesticide. पहिलं दुसरा आहे का? नाही. जगात किती झाली? Des drames comme celui que nous venons de voir se produisent 3 fois par jour dans la région de Vidarbha, où le coton BT a été introduit en 2005. Certes, le suicide des producteurs de coton n'est pas un phénomène nouveau en Inde, mais avec les OGM, il s'est considérablement accentué. Mais rares sont ceux qui osent dénoncer publiquement ce scandale international qui oppose le pot de terre au pot de fer. Voici les zones de Vidarbha où on cultive du riz. On voit qu'il y a peu de suicides. Et ici, c'est la zone où on cultive le coton. Le résultat du coton BT, c'est que la première année, il y a eu 600 suicides entre juin 2005 et juin 2006. La deuxième année, après seulement 6 mois, nous sommes déjà à 680 suicides. C'est un désastre. Oui, c'est un désastre complet. Le problème, c'est que les OGM rendent les paysans complètement dépendants des forces du marché. Non seulement ils doivent payer leurs semences plus chères, mais ils doivent acheter des engrais. De plus, la consommation d'insecticides n'est pas réduite. C'est un mensonge. Monsanto dit que les OGM sont adaptés aux petits paysans. Qu'en pensez-vous? Notre expérience prouve que c'est complètement faux. C'est un mensonge. En ce jour de décembre 2006, la révolte gronde sur le plus grand marché cotonnier de l'État du Maharashtra. 3 jours après le tournage de ces images, des émeutes ont éclaté et des dizaines de paysans, dont Kishore Tiwari, ont été arrêtés. हाँ, 60,000 rupees a day. 50,000 rupees a day. 20,000 rupees a day. 50,000 rupees a day. 15,000 rupees a day. किती लोकांना बीटी लावायचं नाही पुढच्या हातवर. They don't want to go for the BT. Les graines du suicide. C'est le titre d'un livre rédigé par Vandana Shiva. Cette physicienne, lauréate du prix Nobel alternatif, dirige une fondation économique et un réseau de semences fermières baptisé Navdiana. Vandana Shiva s'est d'abord battue contre la première révolution verte, celle des années 1960 qui a introduit l'agriculture industrielle en Inde. Aujourd'hui, elle dénonce ce qu'elle appelle la seconde révolution verte, celle des OGM de Monsanto protégés par des brevets. La différence entre les deux, c'est que la première révolution verte était dirigée par le secteur public. Les agences gouvernementales contrôlaient la recherche. La seconde révolution verte est dirigée par Monsanto. La deuxième différence, c'est que la première révolution verte avait certes l'objectif caché de vendre plus de produits chimiques, mais sa motivation principale était tout de même de fournir plus de nourriture et d'assurer la sécurité alimentaire. Au bout du compte, même si cela s'est fait au détriment d'autres cultures comme les légumineuses, on a produit plus de riz et de blé pour nourrir les gens. La seconde révolution verte n'a rien à voir avec la sécurité alimentaire. Son seul but, c'est d'augmenter les profits de Monsanto. Ils ont toujours dit que la manipulation génétique était un moyen d'obtenir des brevets. C'est cela leur vrai objectif. Si vous regardez la stratégie de recherche que Monsanto déploie en ce moment,
La firme est en train de tester une vingtaine de plantes où elle a introduit des gènes BT. La moutarde, le gombo, l'aubergine, le riz et le chou-fleur. Une fois qu'elle aura imposé comme norme le droit de propriété sur les graines génétiquement modifiées, elle pourra encaisser des royalties. Nous dépendrons d'elle pour chaque graine que nous semons et chaque champ que nous cultivons. Si elle contrôle les semences, elle contrôle la nourriture. Elle le sait, c'est sa stratégie. C'est plus puissant que les bombes, c'est plus puissant que les armes, c'est le meilleur moyen de contrôler les populations du monde. À ce réquisitoire musclé, Monsanto répond qu'il n'en est rien en brandissant les engagements de son pledge. Intégrité, dialogue, transparence, partage. We want to participate constructively in the process by which societies around the world try to develop good answers to those questions. Are the products going to be safe for the environment? How are they going to affect biodiversity? How are they going to affect other plants and insects and birds? What about outcrossing of genes? What happens if genes do outcross into wild species? To me, that means, among other things, listening carefully and respectfully to all points of view. Avec l'air de rien, Robert Shapiro vient de parler d'un sujet très délicat qui inquiète vivement tous les opposants aux OGM, la contamination transgénique. Monsanto préfère parler de présence accidentelle faisant partie de l'ordre naturel. Apparemment, les OGM ont déjà contaminé le maïs mexicain. C'est ce que révèle une étude publiée par la revue scientifique Nature. Signée par le professeur Ignacio Chapela de l'université Berkeley, cet article a provoqué une vive polémique. J'ai travaillé pendant 15 ans avec des communautés indiennes d'Oaxaca, au Mexique, pour leur apprendre à analyser leur environnement eux-mêmes. L'un de mes étudiants est parti pour les entraîner à détecter les OGM. Nous avions apporté une boîte de conserve de maïs américain qui allait nous servir de contrôle positif, parce que nous savions que ce maïs était transgénique. Nous avions besoin d'un contrôle négatif, et nous nous sommes dit que pour cela, le maïs mexicain était parfait, parce que c'est le maïs le plus pur et le mieux préservé du monde. Quand nous avons analysé nos échantillons, nous avons été très surpris de découvrir que le maïs qu'on croyait sans OGM contenait déjà de l'ADN transgénique. C'était vraiment une très grande surprise de constater que les variétés traditionnelles de maïs préservées et entretenues localement depuis 10 000 ans avaient déjà été contaminées par des OGM venus des États-Unis.